Salutations à tous mes petits amis lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture bilan du mois d'avril. Et aujourd'hui j'ai 5 livres à vous présenter, donc je vous propose de commencer tout de suite. Pour commencer, je vais vous présenter un livre que j'ai malheureusement pas avec moi en papier, donc je vais vous incruster la couverture. Et il s'agit d'Acide sulfurique d'Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. Le concept de ce livre, c'est une émission de télé qui s'appelle Concentration, qui est en fait une rafle organisée qui passe à la télé, et il y a les prisonniers donc et les capots. C'est vraiment une reconstitution des camps juifs. Et ça fait beaucoup d'audimat. C'est une espèce de télé-réalité extrême et dedans on retrouve 2 personnages principaux qui sont vraiment complètement opposés. On a d'un côté Panonik et de l'autre côté Zdena. Panonik, c'est une prisonnière. Son nom, on ne le connaît pas au début. Elle s'appelle CKZ 114. C'est un matricule, point. On n'est pas censé la connaître, les téléspectateurs ne sont pas censés la connaître parce que le but, c'est de déshumaniser les prisonniers et de leur faire subir tout ce qu'ont subi les juifs à leur époque. Néanmoins, Panonik, elle est extrêmement jolie, donc de suite, elle est très aimée des téléspectateurs et de tous ses camarades prisonniers. En plus, elle est intelligente, courageuse, endurante. Elle devient donc très vite le symbole de la lutte, une lueur d'espoir dans ce qui se passe. Elle déstabilise beaucoup les téléspectateurs, mais également les capots, et notamment Zdena. Zdena, donc, comme je l'ai dit, c'est une capot qui est détestée de tout le monde. Elle a toujours été mise à l'écart dans toute sa vie, elle n'est pas très intelligente, elle est très brutale et obéissante, et elle fait tout ce que la production lui demande de faire. Même s'il faut tuer des prisonniers, même s'il faut torturer des prisonniers, elle fera toujours tout ce qu'on lui demande parce que c'est la première fois qu'elle a un emploi, qu'elle passe à la télé, qu'elle a un minimum de considération, même si elle ne sait pas qu'en vrai, elle est très détestée et que personne ne l'aime. Le problème, enfin, c'est pas vraiment un problème au final, mais disons qu'elle flanche, son obéissance flanche et son idée des choses flanche à cause, ou plutôt grâce, à Panonik. Et s'ensuit toute une histoire entre les 2 filles qui fait qu'au final, l'émission va avoir des soucis et finir par s'arrêter. Dans ce bouquin, on retrouve bien le style d'Amélie Nothomb. C'est un style unique qui vacille entre réalité et science-fiction. Elle a un humour très spécial qui est quand même assez noir et qui dénonce beaucoup de choses, notamment la télé-réalité actuelle et ce qu'on a pu faire aux Juifs dans le temps. Elle parle également de Dieu, de la puissance d'un prénom, du fait que dès qu'on connaît le prénom de Panonik, elle a encore plus de puissance, et également la force du langage, la force des mots et la force d'oratrice de Panonik qui permet de convaincre aussi bien Zdena que les téléspectateurs. Et dès lors qu'elle parle, qu'elle prend la parole et qu'on voit qu'elle prend la parole avec force, de suite, le rapport de force peut tourner et ça va être les prisonniers qui vont s'en sortir face à la production et face au capot. C'est un livre que je vous recommande beaucoup parce qu'il est très bien écrit. Il est assez court, donc très rapide à lire. Je l'ai lu en une journée, même pas, quelques heures. Et vraiment, il permet d'avoir un regard critique face notamment à notre réalité historique par rapport aux Juifs et à notre réalité actuelle par rapport à la télé-réalité. Donc c'est un livre que je vous recommande beaucoup et que moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est Hôtel du Grand Cerf de Franz Bartels aux éditions Point. Il s'agit d'un roman policier. Dedans, on retrouve une série de meurtres et disparitions datant d'aujourd'hui et d'hier, dans un petit village perdu des Ardennes où tout le monde connaît tout le monde et où il ne se passe jamais rien d'habitude. Donc je vous dis pas la pagaille. On retrouve dans ce livre beaucoup de personnages, mais il y en a 2 qui sont principaux et qu'il faut que je vous présente aujourd'hui. Le premier personnage que je dois vous présenter, c'est Nicolas Tech. Il s'agit d'un journaliste qui enquête sur la mort d'une actrice qui date d'il y a des années et des années. Pour les policiers et les journalistes, il s'agit d'un suicide. C'était une alcoolique, elle en avait marre de vivre et elle a fini par se noyer dans son bain. Mais plus Nicolas enquête, plus il se rend compte que c'est peut-être pas aussi simple que ça. Et plus il enquête, plus il trouve des liens avec les disparitions et meurtres qui ont lieu aujourd'hui. Et au fil de ses enquêtes, au fil de son aventure, il finit par se lier d'amitié avec l'inspecteur qui est en charge de l'enquête des meurtres qui se sont passés aujourd'hui et de la disparition d'une jeune fille, qui s'appelle Vertigo
Culbertus. Alors Vertigo Culbertus, c'est un personnage assez spécial, complètement loufoque. C'est un inspecteur obèse qui fait que gueuler sur tout le monde, qui cherche qu'à manger, qui met toute la ville sans dessus-dessous, on comprend jamais où il veut en venir, ni ce qu'il veut, on se demande s'il est pas complètement stupide. Mais a priori, c'est juste qu'il a une subtilité un peu particulière, et il sait tout ce qu'il fait, et il va exactement là où il veut aller. Personnellement, je l'ai trouvé complètement insupportable, mais j'imagine que c'est fait exprès. Et donc, il se lie d'amitié avec Nicolas Tech, parce qu'ils vivent tous les deux, enfin, ils sont tous les deux pris une chambre, donc à l'hôtel du Grand Cerf. Hôtel où est morte l'actrice, et hôtel de la gérante, qui a sa fille qui a disparu, et donc la raison de la présence de Vertigo Culbertus. Et donc, on va suivre ces deux personnages, chacun dans leur enquête, l'un sur la mort d'une personne décédée il y a des années, et un sur des disparitions et meurtres actuels. On va suivre plein d'enquêtes et plein d'intrigues différentes qui vont finir par s'emmêler et s'entremêler pour arriver à un aboutissement final complètement inattendu. Je pense que c'est ça qui fait la force de ce roman. Personnellement, je ne l'ai pas beaucoup apprécié. C'est un style assez particulier, avec un humour très loufoque, très noir, c'était beaucoup trop lourd pour moi. Il y a également beaucoup de repères spatiaux et temporels qui font qu'au final, c'est trop lourd, trop dense. Et l'histoire ne m'a pas happée. Personnellement, j'ai pas trop aimé ce livre. Après, je pense que ça peut plaire parce qu'il est quand même bien écrit. Il est quand même bien mené. Je pense que ça peut plaire à ceux qui aiment le genre policier et qui aiment tout ce qui est humour assez loufoque, décalé et humour très noir. Le troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Dry de Neil et Jarrod Chesterman chez Collection R, qui est au passage une maison d'édition que j'affectionne particulièrement. Donc, Dry, qu'est-ce que c'est? Dry, ça se passe en Californie, en plein tap-out. Le tap-out, c'est une pénurie totale d'eau. Complète, le gouvernement ne gère absolument pas, il y a des émeutes, les gens deviennent complètement fous, il y a des meurtres, il y a des morts par déshydratation, il n'y a plus une seule goutte d'eau en Californie. Dans ce bouquin, on va suivre des adolescents qui ont perdu leurs parents et qui partent à leur recherche, mais également à la recherche d'eau, parce que il faut bien boire si on veut pas mourir de déshydratation comme la plupart de la Californie. Donc on va suivre les aventures de ces adolescents au travers de la Californie pour retrouver aussi bien leurs parents que de l'eau. Ces adolescents, qui sont-ils? Tout d'abord, on a Alyssa. Alyssa, c'est la petite fille modèle, l'élève modèle, qui est à la recherche de ses parents avec son petit frère. Elle est bien souvent le cerveau du groupe et elle est malgré elle également le leader du groupe. Ensuite, on retrouve Kelton, qui lui est le voisin d'Alyssa. Il est fils d'une famille de complotistes suréquipés et surpréparés à toutes les catastrophes qu'il peut y avoir, y compris le tap-out. Eux, ils avaient une réserve d'eau personnelle, par exemple. Et il est amoureux d'Alyssa, donc il va la suivre. Il va la suivre malgré que ses parents aient tout et qu'il puisse très bien vivre tout seul dans son coin. Il va décider de l'aider et de partir avec elle et son petit frère. Kelton, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est stratégie et survie. Il a une arme, il a plus de force de caractère qu'Alyssa. Mais malheureusement, Kelton, il est pas très doué en relations sociales, donc c'est un peu compliqué pour gérer tout ça. Heureusement qu'Alyssa est là. Ensuite, on trouve Jackie. Jackie, elle est un peu plus vieille qu'Alyssa et Kelton. Jackie, c'est une jeune délinquante qui est perdue, qui est toute seule, qui cherche avant tout à survivre, et ce depuis avant le tap-out. Elle finit tout de même par se lier d'amitié avec Kelton et Alyssa, et fait tout pour les aider à trouver de l'eau. On peut se dire c'est aussi pour elle, elle reste ce qu'elle est, délinquante, etc. Mais ça se voit qu'elle le fait aussi pour Kelton et Alyssa, et qu'elle va finir par vraiment nouer une amitié solide et sincère. Et enfin, le dernier personnage qu'on retrouve, c'est Henry. Alors Henry, c'est celui que je déteste. Je ne peux pas me le voir, il m'a insupporté du début à la fin. Henry, c'est un enfant complètement insupportable. Vraiment, c'est hallucinant à ce point-là, qui arrête pas de mentir sur qui il est, sur ce qu'il fait. Il crée 70 milliards d'emmerdes au reste du groupe. Il profite des autres, mais de manière assez hallucinante. Il est malhonnête. En fait, il essaye de sauver sa peau, mais de manière tellement malhonnête. Il arrête pas de mentir, de faire des choses dans le dos du groupe, alors que tout le monde se dit tout et que tout le monde travaille ensemble. Enfin, c'est assez impressionnant. En plus, on apprend à la fin qui il est réellement et qu'il a complètement menti, mais de A à Z. Enfin, n'importe quoi. Il est insupportable. Il finit d'ailleurs par causer beaucoup d'ennuis, et sans lui, ça aurait été tellement plus facile pour le reste du groupe. Mais bon, j'imagine qu'il est là exprès pour faire ça. Et c'est très réussi, parce que je ne le supporte pas.
Donc on suit ces 4 personnages et ce qui est bien c'est qu'on les suit vraiment, c'est-à-dire que c'est écrit entre guillemets à 4 mains, enfin c'est pas entre guillemets puisqu'il y a 2 auteurs, c'est vraiment écrit à 4 mains, mais c'est écrit avec les 4 points de vue, c'est-à-dire qu'on a un chapitre sur chaque personnage à chaque fois et j'aime beaucoup ce genre de livre, j'adore suivre les points de vue des différents personnages à chaque fois, dans chaque chapitre. Je trouve que ça donne une profondeur au récit et que ça le rend encore plus immersif. Déjà qu'il est extrêmement immersif, personnellement j'ai été obligée d'avoir une bouteille d'eau à côté de moi parce que j'avais extrêmement soif tout le long de ce livre. Pourtant, Dieu sait que je ne bois pas assez. Également, les 2 plumes ne se ressentent pas. Vraiment, ils ont un style très complémentaire, Jarod et son père, Neil. Ça m'étonne pas parce que c'est pas le premier roman que je lis de deux. J'avais lu également Le goût amer de l'abîme, qui est un roman très fort que je vous conseille d'ailleurs. Et donc la plume de Neil et Jarod est très complémentaire, elles sont très fluides, ça se lit extrêmement rapidement, ça se lit très bien. Bref, c'est un bon petit roman de catastrophe climatique que je vous conseille, qui est pas mal et qui permet également de se poser la question si ça va pas finir par nous arriver, vu comment on gère le climat, l'eau, etc. de nos jours. Le 4e livre que j'ai à vous présenter, c'est Big Easy de Ruta Sepetys, chez Gallimard Jeunesse. Big Easy, c'est un roman historique qui se passe à la Nouvelle-Orléans, où on suit la fille d'une prostituée qui veut s'en sortir dans la vie. Donc l'intrigue, c'est meurtre, mafia, drogue, prostituée. C'est aussi beaucoup d'espoir, un modèle, un exemple de force et de courage. Dedans, on a 4 personnages, on va dire, que j'ai trouvé qui étaient assez importants, donc que je vais vous présenter là maintenant aujourd'hui. Tout d'abord, on a Josie, dit Jo, qui est une jeune fille. C'est donc elle, la fille de la prostituée. Elle travaille dans une librairie et elle est mêlée, malgré elle, à cause de sa mère même, à une affaire de meurtre. Elle essaye de s'en sortir d'une manière légale et totalement dénuée d'argent facile, telle la prostitution, la drogue ou autre, pour pouvoir entrer à l'université. Ça, c'est son but dans la vie, c'est d'entrer à l'université, de faire des études littéraires parce qu'elle est passionnée de lecture. Josie, heureusement pour elle, elle n'est pas toute seule. Elle a plein d'amis sur qui elle peut compter, et notamment Willy. Donc Willy, qui c'est? Willy, c'est la gérante d'un bordel, mais elle a beau gérer un bordel, elle est pleine d'humanité et elle fait tout pour que ses nièces, c'est comme ça qu'on appelle les prostituées de son bordel, s'en sortent malgré leur métier, et surtout, elle fait tout pour que Josie ne tombe pas là-dedans et puisse aller à l'université pour suivre des études et faire quelque chose de sa vie de mieux que gérante d'un bordel ou prostituée, bien évidemment. Parmi ses amis, elle compte également Jessie, qui a un mécano un peu bad boy, mais qui au fond de lui est incroyablement gentil et qui l'est toujours, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, même quand il a aucune explication, qui sait pas du tout ce qui se passe, qui pense qu'elle sort avec un autre mec, etc. Enfin bref, il est toujours là pour elle, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et heureusement qu'il est là. Dernier personnage important qu'on retrouve tout au long de l'histoire, c'est Patrick. Patrick, c'est le collègue de Josie, il travaille dans la même librairie, et c'est le père de Patrick qui a offert à Josie cette chance de travailler et de pouvoir vivre à la librairie pour ne pas être dans le bordel. Malheureusement, Patrick, il lui arrive plein de choses qui fait qu'il va devoir s'en aller, parce que tout d'abord, il y a son père qui est atteint d'une maladie mentale dégénérative et qui perd peu à peu la mémoire, qui perd tout ce qu'il a, quoi. Et également, Patrick, il est homosexuel, sauf que l'histoire se passe en 1950. Donc être homosexuel en 1950, en plein milieu de la Nouvelle-Orléans, et bah c'est pas tout rose. Donc il décide de s'enfuir pour pas avoir à gérer tout ça. Il a été là pour Josie, mais malheureusement il n'a pas pu être là jusqu'au bout parce que lui-même il avait des choses à gérer. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très important que Jessie soit là aussi, parce que la pauvre Josie, sinon elle se serait retrouvée toute seule. Donc voilà, je vous ai présenté tous ces personnages et maintenant je vais vous parler de l'auteur et de son style. Alors Ruta Sepetys, c'est une autrice que j'adore. Elle fait partie de mes auteurs favoris, vraiment, de tous les temps. J'ai adoré tous ses livres. Il me manque juste le dernier qui vient de sortir qui s'appelle Hôtel Castelna, si je ne me trompe pas. Mais j'ai adoré tous ses bouquins. Sa plume est extrêmement fluide, mais aussi très détaillée, historiquement très juste et très passionnante. Et on sent qu'elle est vraie, qu'elle est humaine, et ça rend son roman très, très immersif. On a l'impression en fait d'avoir un film qui se déroule devant nos yeux et pas de lire un roman. Vraiment, j'avais l'impression de regarder ce qui se passait et pas de le lire. C'est vraiment très impressionnant et c'est ce qui fait que j'adore cette autrice. Et j'adore le genre historique, et vraiment, elle lui rend
parfaitement hommage. Ces romans, ils ont un autre avantage, c'est qu'ils sont censés être des romans jeunesse. Donc, moi, je l'ai lu en étant un public plus vieux, mais je l'ai adoré et ça permet aussi aux jeunes d'en apprendre plus sur l'histoire, etc. Et vraiment, 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 je conseille à tout le monde de lire ses œuvres. Que ce soit les plus jeunes, les moins jeunes, c'est une autrice de talent qui mérite d'être extrêmement connue et qu'on lise tous ses bouquins. Voilà, moi je l'ai adoré, c'est une lecture que j'ai adorée, vraiment, comme tous ses livres, vraiment. Je pense que je vais arrêter là parce que je me répète, mais bref, pépite ce livre. Enfin, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Le Sorceleur tome 2, L'épée de la Providence de... Alors, je vais essayer de dire son nom, je ne garantis rien, ne vous moquez pas, de Andrew Sapkowski. Je pense que j'y suis. Aux éditions Brajlon. Alors tout d'abord, je tiens à dire que ces éditions sont juste magnifiques. J'adore les couvertures, elles sont extrêmement belles, regardez-moi ça. Bref, elles sont sublimes, j'adore ces éditions. Donc le sorceleur, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que beaucoup de gens connaissent le sorceleur. C'est l'histoire d'un sorceleur qui vadrouille de contrée en contrée pour chasser les monstres afin de se nourrir. Il se nourrit pas des monstres, hein. Il est payé pour chasser les monstres, ce qui lui permet de manger. Le sorceleur qu'on suit, il a une relation assez tumultueuse avec une magicienne. Également, il a de gros soucis avec la Providence. Enfin, ça, on va le voir dans ce tome-là. Tout d'abord, le personnage principal, notre cher sorceleur, c'est Gérald de Rive. Gérald de Rive, c'est donc un sorceleur. Un sorceleur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui chasse les monstres, mais c'est pas une personne lambda. C'est un mutant. Il a été entraîné, il a muté dès son plus jeune âge pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un sorceleur. Et les sorceleurs, ils ont la spécificité de pas ressentir d'émotions. Sauf que pour Gérald, c'est pas si simple que ça, parce que il tombe quand même légèrement amoureux, hein, qu'on se le dise, d'une magicienne qui s'appelle Yennefer et que je vous présenterai un peu plus tard. Ensuite, Gérald de Rive, il a beau être un sorceleur sans émotion, il se retrouve quand même bien entouré de pas mal de gens. Et notamment de Jaskier. Jaskier, c'est un personnage que j'aime beaucoup, il me fait extrêmement rire. C'est un barde, c'est l'ami de Gérald, qui est toujours là à le suivre. On le retrouve partout, Jaskier, on ne sait pas comment il fait, mais il est toujours là. Et ce qui lui permet de le suivre dans ses aventures, afin de pouvoir les chanter, et parfois, je dis bien parfois, de l'aider. Parce que le plus souvent, il l'enfonce, mais bon. On l'aime bien quand même, il est drôle, il est sympa, et sans lui, les aventures de Gérald ne seraient pas les mêmes. Ensuite, on trouve Yennefer, la fameuse. Yennefer, c'est une magicienne forte et indépendante qui entretient une relation assez tumultueuse avec Gérald. Leur relation est très compliquée et elle m'a énervée plus d'une fois. Les je t'aime moi non plus, à un moment donné, ça me tape sur le système. Mais bon, elle a des complexes qui fait que avec Gérald c'est compliqué. En plus, Gérald c'est un sorceleur qui est pas censé ressentir d'émotions, donc je peux comprendre que ça soit compliqué. Mais c'est cool parce que c'est un personnage féminin extrêmement badass et on n'a jamais assez de femmes badass dans les livres. Et enfin, on retrouve la petite Ciri, qui est un personnage que j'aime beaucoup aussi. C'est une petite fille toute mignonne, toute gentille, qui a malheureusement un lourd destin. C'est l'enfant élu, elle est destinée à devenir sorceleuse. Elle a été destinée à Gérald, en somme. Elle a de grands pouvoirs que même Gérald ne comprend pas forcément. Elle reste cependant très courageuse, pétillante, malicieuse et extrêmement mature pour son âge. Et je pense que c'est autour d'elle que va tourner la suite. Autour d'elle et autour de Gérald, c'est vraiment les deux personnages phares, même si Yennefer et Jaskier sont très importants aussi. La destinée et la providence tournent autour de Gérald et Ciri ensemble. Donc je sais pas ce qui va se passer dans la suite, mais ça promet du lourd, du très très lourd. Voilà, je vous ai présenté les personnages, je les aime beaucoup tous. Et j'aime beaucoup l'histoire en général. J'ai cependant quelques petits soucis avec le style de l'auteur, qui est quand même très lourd, très détaillé. Bon, ça rend le récit immersif, mais c'est assez compliqué. C'est écrit en nouvelle, donc le rythme est plutôt lent, et j'avoue que parfois ça me gêne. Après, c'est le style de l'auteur, c'est comme ça, c'est le genre aussi qui veut ça. Mais le style nouvelle, je suis pas hyper fan. En plus, résultat, la chronologie est assez compliquée à suivre, on part un peu de partout, mais enfin bon. C'est la même chose dans le tome 1, je sais que le tome 3, par contre, ça devient un vrai roman, c'est plus écrit en nouvelle, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé à ce moment-là. Là, pour l'instant, c'est le seul point négatif que je retrouve, c'est le fait que ça soit écrit en nouvelle. Sinon, vraiment, j'adore, je suis fan de l'univers. Donc pour ceux qui l'auraient pas reconnu, Le Sorceleur, c'est les bouquins de la série The Witcher et de la série de jeux vidéo aussi.
peut-être plus connu sous ce nom-là. En somme, The Witcher, le sorceleur en français, c'est une saga que je vous recommande à 1000% et qui va sûrement rentrer dans mes sagas chouchous. J'ai d'ailleurs craqué totalement pour le jeu vidéo et je commencerai la série dès que j'aurai terminé la saga. Mais pépite, cet univers pépite. Je sais, je l'ai déjà dit au livre d'avant, mais c'est mes 2 coups de cœur du mois, donc je vous les présente. Je vous l'ai dit et je vous conseille de les acheter, et de les lire et de me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Voilà, je vous ai présenté les 5 romans que j'avais lus ce mois-ci, donc je vous invite à me dire en commentaire si vous les avez lus, ou s'il y en a certains qui vous tentent. Si vous en avez lu aucun, je vous propose de me dire ce que vous avez lu. Également, je vous invite à aller voir le tag que j'ai posté la semaine dernière. Et enfin, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour venir discuter avec moi, me dire ce que vous pensez de mes photos, de mes lectures et autres, et apprendre à se connaître les uns les autres. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye! Je suis un Tipeee.